Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la prévention des addictions. Donc je me présente, Céline Serre, je suis infirmière en santé au travail et je fais partie du groupe Addiction à la ST 74. Bonjour, Philippe, je suis pareil, infirmier en santé au travail et ce sera moi le deuxième présentateur de cette session. Bienvenue à vous et je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant. Nous allons évoquer ensemble les addictions en général, mais on va suivre un petit plan qui est de vous présenter et de définir un petit peu les substances psychoactives. On verra quelques produits et les chiffres, les usages et les modes de consommation. On fera un lien avec le travail. On fera du rappel réglementaire. Et enfin, bien sûr, et le plus important, on verra la prévention et les bonnes pratiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une substance psychoactive ? Voilà, vous pouvez trouver plusieurs définitions. On va surtout parler celle de l'OMS, qui définit toute substance psychotrope ou psychoactive qui va avoir, de par sa nature chimique, un retentissement sur le fonctionnement nerveux central, c'est-à-dire avec potentiellement des modifications au niveau des sensations, de la perception, des humeurs, voire du sentiment moteur, et qui va nous modifier notre état de conscience. On parle de SPA, qui est l'acronyme de substance psychoactive, pour parler de produits qui sont autant légaux que illégaux. Donc on va vous parler des produits et on va associer quelques chiffres donc à différents produits. On a fait le choix de vous parler donc du tabac, de l'alcool, du cannabis et des médicaments psychotropes. Donc par rapport au tabac, il est responsable de 75 000 décès par an, dont 45 000 sont des cancers. Donc bon, tout le monde le connaît, l'effet sur la santé du tabac, ça va être des problèmes infarctus du myocarde, AVC, des problèmes des artères des membres inférieurs, de l'hypertension, des problèmes pulmonaires avec des bronchopathies chroniques obstructives. Ça va être aussi, ça peut être aussi une baisse de la cicatrisation, de la fertilité, augmentation du diabète de type 2. Et aussi après tout ce qui est désagréments, type mauvaise haleine, dents jaunes, teint gris. Mais en fait, on veut mettre l'accent surtout dans cette diapositive sur les bénéfices à l'arrêt du tabac. Et en fait, ce qui peut motiver vos salariés à arrêter, ou même vous d'ailleurs, à arrêter ou à réduire la consommation. Donc, au niveau immédiat, à l'arrêt du tabac immédiat, il y aura déjà une régulation de la tension artérielle et du pouls et une facilitation à la respiration. À moyen terme, il y aura une baisse du risque d'infarctus et d'AVC. Et après 15 jours, les gens auront un teint plus lumineux, avec une augmentation de la concentration et également de l'estime de soi. Parce que arrêter le tabac, c'est quand même compliqué. Donc, c'est une étape pour quelqu'un. Et donc, déjà, passer un cap et au bout de 15 jours avoir arrêté, les gens se sentent quand même valorisés. Et c'est très bien d'ailleurs. Et ensuite, à long terme, donc il va y avoir au bout d'un an une diminution de 50% du risque d'infarctus. Au bout de 5 ans, une diminution de 50% du risque de cancer de la bouche et de la gorge. Au bout de 10 ans, ça sera 50% en moins de risque de cancer du poumon. Et au bout de 15%, c'est carrément 15 ans, pardon, c'est carrément une augmentation de l'espérance de vie de 3 à 10 ans. Donc voilà, tous ces chiffres sont surtout là pour motiver. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez dire à vos salariés pour les motiver. Ensuite, on a l'alcool. Donc l'alcool, il est retrouvé dans la tranche d'âge 18-35 ans. C'est la plus concernée pour ce qui est consommation d'alcool, de tabac et de cannabis. Alors tous les métiers sont concernés par rapport aux problèmes d'addiction et d'alcool. Il y a quand même certains métiers qui sont les plus exposés.
Donc, comme par exemple les métiers des arts et spectacles, les métiers de l'hébergement, de la restauration, de l'agriculture, du transport, de la construction, les métiers aussi en relation avec le public. Donc, l'alcool, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que 11% des femmes cadres ont une consommation à risque d'alcool lors de la prise de responsabilité. La consommation d'alcool peut augmenter à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément vrai pour les hommes. Et ce qu'on peut voir surtout, en fait, c'est que, et ça, c'est assez intéressant, parce que de faire le comparatif entre les personnes actives, donc qui travaillent, et les demandeurs d'emploi. On peut voir que pour des personnes en demande d'emploi, il y a 22% qui auront un épisode d'alcoolisation ponctuel important dans le mois. Alors que pour des personnes en activité qui travaillent, c'est 18%. Et pour les demandeurs d'emploi, il y a aussi 14% des gens qui auront une ivresse répétée, alors que pour les actifs, il y en a 9%. Donc ça montre bien que le travail quand même l'alcool est un phénomène sociétal, mais qui est quand même le travail joue un rôle dans cette consommation d'alcool. On va passer au cannabis. Alors là, on parle de quelque chose qui rentre dans les drogues illicites. Alors voilà, on va avoir quand même quelques chiffres à vous donner, sachant qu'il y a ce biais-là d'être dans une consommation illicite avec le risque que ce soit un petit peu minoré. La consommation de cannabis est retrouvée régulièrement à l'origine de certains accidents de travail, notamment avec l'altération de la vigilance ou de la perception. On va avoir un retentissement pour beaucoup de salariés sur la vue, l'audition, et couramment, on peut retrouver une prise de risque accrue chez certains consommateurs. Il va diminuer la capacité de mémoire et de concentration, et les réflexes vont être diminués assez couramment. Alors, d'où l'attention particulière à avoir sur des salariés qui vont conduire un véhicule ou manipuler des équipements, avec notamment tout ce qui est machine-outil. Statistiquement, on retrouve de déclarer un peu plus de 10% des actifs, c'est-à-dire des 18-64 ans, qui consomment du cannabis au moins une fois par an. Presque 4% de la population dit consommer au moins 10 fois par mois, donc au moins une fois tous les 3 jours, et pas seulement que le week-end. Et puis, chez les jeunes, chez les apprentis, chez les tout jeunes, qui vont rentrer dans le milieu du travail, dans le monde du travail, presque 40% des jeunes disent consommer au moins une fois, avoir consommé au moins une fois du cannabis. Passons à quelque chose qui est souvent un petit peu méconnu, mais on parle souvent de drogue, alcool, tabac et cannabis et autres drogues dites illicites. Peu de gens pensent aux médicaments qui sont quelque chose à bien surveiller. Alors, dans les médicaments qui vont être souvent d'ordre légaux parce que on peut le retrouver sous ordonnance, on va avoir plusieurs familles de médicaments. On va avoir des médicaments dits hypnotiques qui vont induire ou maintenir du sommeil, type somnifère. On va avoir des anxiolytiques qui, leur but étant de baisser l'anxiété par sédation, c'est-à-dire par endormissement. Donc, on les qualifie souvent de tranquillisants. On va avoir des neuroleptiques qui vont donner le but étant de baisser les symptômes psychotiques, des antidépresseurs, donc traiter les épisodes dépressifs. Et on va parler aussi des antalgiques pour la douleur, notamment les substituts des opiacés, avec un traitement par les substituts de la dépendance donnée par ces antalgiques. Le risque sur la santé revient un petit peu dans les mêmes signes que précédemment. On va retrouver des troubles de la vigilance, des diminutions des réflexes, une modification de l'humeur et du comportement. Ça va jouer aussi sur notre concentration, sur la somnolence, et des effets sur la mémoire et les troubles visuels est régulièrement retrouvés.
Le risque professionnel est très associé, comme précédemment, à la conduite de machines, au risque routier. Dans la classification des substances psychoactives, on peut les classer également par l'effet qui va être recherché ou pour lequel ce produit est fait. Donc on va dans un premier temps parler des dépresseurs, les sédatifs, les calmants. On verra ensuite tout ce qui va être plutôt excitant, stimulant, et puis ensuite les perturbants ou les hallucinogènes. Donc dans les dépresseurs sédatifs, l'effet c'est de ralentir certaines fonctions de la sensation, essayer de retrouver une détente du rêve avec une perte d'inhibition, ralentir la fonction respiratoire, l'endormissement des personnes, et souvent quelque chose qui est retrouvé dans un deuxième temps. Donc, dans ces produits-là, on va retrouver l'alcool, les opiacés, donc morphine, héroïne, codéine, les substitutifs opiacés, buprenorphine, méthadone. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça déjà, mais c'est ce qu'on va donner pour essayer de compenser notre manque d'héroïne et de morphinique pour les personnes qui sont en cure de désintox. Ensuite, on va retrouver des médicaments psychotropes anxiolytiques, somnifères, neuroleptiques, antidépresseurs, qui vont être détournés de leur prescription d'origine et pris comme un produit avec un mésusage, c'est-à-dire un usage qui n'est pas l'usage prévu pour lequel le médecin a fait l'ordonnance. Dans les stimulants, l'effet est de favoriser temporairement un état d'éveil, d'excitation et de réduire la fatigue. Elles vont induire un sentiment un peu fallacieux d'assurance et de contrôle de soi. C'est une action stimulante qui est souvent suivie de sensations de fatigue, d'irritabilité, d'état d'épuisement. C'est un peu l'effet yo-yo où voilà, on va retrouver de l'énergie et ensuite un coup de barre et on va essayer de retrouver cette énergie en reprenant les produits. Donc les produits concernés sont essentiellement des produits forts avec un boost très rapide, donc cocaïne, crack, amphétamine, ecstasy. On va retrouver le GHB, le plus souvent connu sous la drogue du violeur, la nicotine de la cigarette, et puis la caféine. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être perturbant hallucinogène. Et dans cette catégorie-là, l'effet recherché est de modifier la perception visuelle ou auditive en fonction des personnes et de l'action qu'on cherche. Elles vont souvent amener des perturbations au niveau des perceptions de l'environnement et de la réalité. Donc, modification de la perception du temps, de l'espace et l'hypersensibilité, notamment tout ce qui va être son, couleur, effet visuel. Donc là-dedans, on retrouve des produits tels que le cannabis, le LSD, certains champignons dits hallucinogènes, la kétamine, et tout ce qui va être des produits volatiles, c'est-à-dire des produits où on va pouvoir respirer ces vapeurs. D'où là, on va retrouver ce qu'on trouvait avant, la colle, les solvants et l'alcool, bien sûr. Voici quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres sur une tranche d'âge de 11-75 ans. On va retrouver du déclaratif. 47 millions de personnes sont déclarées expérimentateurs. Expérimentateurs, ça veut dire qu'ils ont déjà au moins consommé une fois dans leur vie. Parmi ces 47 millions, 43 disent l'avoir fait dans l'année. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait goûté à l'alcool une fois dans sa vie peut s'être arrêté ou continuer à consommer. Et donc, on va retrouver au moins 43 millions de Français qui boivent dans l'année, disent avoir bu dans l'année de l'alcool. Parmi ces 43 millions, 9 millions de personnes sont des usagers réguliers, c'est-à-dire qui consomment très régulièrement, plusieurs fois dans le mois, et 5 millions d'usagers quotidiens. Pour le tabac,
qui, je vous rappelle, est la première cause de mortalité en France, on retrouve 37 millions d'expérimentateurs. Donc, on est presque à un Français sur deux qui dit avoir déjà fumé. Donc, 15 millions qui fument dans l'année, qui ont dit avoir fumé dans l'année, et 12 millions d'usagers quotidiens. On voit le rapprochement entre 15 millions d'usagers dans l'année et 12 millions d'usagers quotidiens. D'où le fait que ce produit est tellement addictif que voilà, quand on consomme tout le temps ou pas. On parle du cannabis maintenant. Le cannabis, c'est un produit qui est de plus en plus consommé, notamment chez des tranches d'âge jeunes. On retrouve 18 millions d'expérimentateurs, 5 millions dits avoir consommé dans l'année, et 1,3 million se dit consommateurs réguliers, c'est-à-dire en prendre au moins chaque semaine, et un petit peu moins d'1 million au quotidien. On va passer dans des chiffres moindres, mais pas forcément à sous-estimer. C'est pour la cocaïne. On retrouve 2 millions de personnes disent avoir été expérimentateurs une fois dans leur vie, et 600 000 dans l'année. Voilà, on est dans des chiffres quand même différents, où c'est des produits, s'ils deviennent un peu plus accessibles, ça reste des produits qui ne sont consommés quand même de façon moins répétée et moins quotidienne que les autres. La MDMA, ecstasy, qui sont des produits de synthèse chimique, on va retrouver un petit peu moins que la cocaïne, 1,5 million d'expérimentateurs et 400 000 d'usagers réguliers dans l'année. Ensuite, l'héroïne, on est dans une autre échelle, mais à pas sous-estimer. On a retrouvé un demi-million de personnes disant avoir consommé ou essayé une fois dans leur vie de l'héroïne. Alors, on va parler de chiffres toujours. La consommation d'alcool, cannabis et médicaments sont très régulés dans le milieu professionnel. Les substances qui posent le plus de problèmes chez les travailleurs, sont l'alcool, qui revient dans 91% des personnes répondant au sondage, le tabac, 2/3 des personnes disant avoir fumé, et le cannabis, qui est juste derrière. Enfin, les médicaments psychotropes se retrouvent en troisième position, mais sont souvent mésestimés par pas mal de répondants et de personnes. Pour presque 2/3 des répondants, la consommation d'alcool et de cannabis est répandue dans le travail. Et les médecins du travail évaluent à entre 8 et 9% des salariés en difficulté avec de l'alcool, sans forcément d'augmentation significative depuis les rapports précédents. Par contre, le cannabis, lui, est estimé à peu près 7% des personnes salariées pour les médecins du travail, avec une forte augmentation depuis 2009, où on était aux alentours des 5%. Voilà. Après, voilà, vous avez plusieurs types d'analyses qui ont été faites par des médecins, des infirmiers ou des psychologues du travail. Alors maintenant, je vais vous parler des usages et des modes de consommation de ces substances psychoactives. Donc, au-delà de leurs propriétés dont nous a parlé Philippe, toutes les substances psychoactives vont avoir une fonction singulière pour l'usager, et il va utiliser ces substances d'une certaine façon qui lui est propre. Donc, par exemple, par rapport aux motivations de la consommation de ces substances, il y a des personnes, ça va être juste pour le plaisir. Ils vont l'utiliser pour s'amuser, pour la convivialité, pour le côté de désinhiber, l'euphorie. Il y en a d'autres, ça va être pour se socialiser, donc pour être moins seul, aussi pour s'intégrer dans un groupe. Et pour les jeunes, des fois, c'est souvent par là que ça commence.
Et il y en a d'autres, ça va être pour se soulager, pour affronter la réalité, se dire allez, c'est un petit remontant, pour être capable de passer sa journée au travail, pour la terminer, pour oublier les souffrances vécues, soit personnelles, soit professionnelles, pour faire face à des conflits familiaux. Donc chacun a a- euh, utilise la substance psychoactive pour une motivation bien définie en fait. Bon, des fois ça peut être pour deux, hein. Il y en a qui peuvent être imbriqués les unes dans les autres. Et les pratiques addictives en milieu de travail peuvent avoir plusieurs origines, c'est-à-dire et elles peuvent aussi être associées ou pas. Donc, c'est-à-dire, il y en a certaines, le salarié va importer la consommation, c'est-à-dire la consommation est dans la vie privée, mais elle va avoir un impact sur la vie professionnelle. Il y en a d'autres, ça va être acquis au travail. La consommation va être dans le cadre de l'activité professionnelle et, euh, et, et ça peut avoir après des incidences dans la vie personnelle, bien sûr. Après, il y en a d'autres, ça va être pour s'adapter au travail, qui vont utiliser les substances pour tenir au travail. Et il y en a d'autres, ça va être carrément dans un but de dopage, c'est-à-dire pour être performant au travail. Voilà, donc là aussi, dans la vie professionnelle, chacun enfin, on va le retrouver de différentes façons. Et donc, et donc, il va y avoir des fonctions professionnelles à ces usages psychotropes. Donc, il y en a certaines, ça va être pour anesthésier, pour tenir physiquement et psychiquement, donc pour calmer la fatigue, la peur, l'ennui, la douleur, ou encore pour calmer les angoisses. Il y en a d'autres, ça va être pour se stimuler, pour se désinhiber, donc rester réveillé, assurer, faire le travail, pour se dépasser. Pour s'améliorer, optimiser les capacités mentales et physiques. Il y en a d'autres, ça va être pour récupérer. Ils vont les utiliser pour dormir, pour lâcher prise, se détendre. Voilà, ça va faire un peu un effet de sas pour décompresser. Et il y en a d'autres, ça va être pour s'insérer, s'intégrer et entretenir des liens professionnels. Donc, euh, pour euh, pour avoir une stratégie de présentation de soi, pour dire, je fais comme vous les gars, voilà, pour être un petit peu, pour avoir la reconnaissance du groupe, pour entretenir une convivialité, pour avoir une solidarité entre collègues, des choses comme ça. Donc, ce qui est important dans les modes de consommation, c'est qu'ils vont être différents et qu'ils vont nous amener à une dépendance en fonction du mode. Donc déjà, on a le non-usage. Donc ça, c'est les personnes qui vont pas consommer. Ensuite, on a l'usage simple. L'usage simple, ça sera une consommation répétée qui va être sans danger, elle va être occasionnelle, mais elle sera récréative en petite quantité et elle va pas entraîner de problèmes de santé ni de dommages à court terme pour la personne qui va consommer. C'est une consommation qui est socialement acceptée finalement. Par contre, donc c'est quand on parle des usages simples sans dommage, on parle alcool et tabac parce on va pas parler de substances illicites puisque là il y aura forcément des complications judiciaires. Donc là on passe déjà dans l'usage à risque. Donc ensuite le orange, ça va être l'usage à risque. Là ça va être la personne va avoir un usage à risque quand les tâches qu'il doit réaliser vont nécessiter de la vigilance, de la coordination psychomotrice. Donc Philippe nous a expliqué les différentes substances. Donc, elles ont chacune des effets. Elles en ont aussi au niveau du cerveau. Donc, ça peut entraîner des conduites, des risques pour la conduite automobile au travail, pour la conduite automobile tout court, l'utilisation des machines, des outils, le travail en hauteur. Donc, le sujet va présenter aussi les usages à risque. Ça va être aussi pour des sujets qui déjà présentent des troubles du comportement ou de l'humeur. Ça va être un usage pendant la grossesse. Ça va être un usage, une consommation précoce, donc pendant l'enfance. On sait que ça a des gros dégâts au niveau du cerveau. Ça a des conditions aussi. Ça va dépendre des conditions de consommation. Si la personne utilise des mélanges ou pas. Et puis aussi, au-delà de certaines quantités. Ça, c'est surtout pour l'alcool. Et ensuite, on a l'usage nocif.
Donc là, par contre, c'est une consommation qui va être répétée et qui va induire forcément des dommages physiques, psycho-affectifs, psychiatriques, familiaux, sociaux, professionnels, judiciaires. En fait, toute la sphère, le sujet et tout son environnement proche et un peu plus loin, enfin le travail, tout va être impacté. Mais on n'arrive pas encore dans le seuil de dépendance. Et ensuite, le dernier état, ça va être la dépendance. Donc là, c'est un syndrome qui va se caractériser par un ensemble de phénomènes psychologiques, cognitifs et comportementaux à l'arrêt brusque de la consommation. Donc la personne est obligée de consommer. Là, le sujet, il consomme plus pour le plaisir, mais il va consommer pour ne pas subir les effets désagréables du manque, en fait. Et donc, il consomme pour finalement se sentir dans un état normal, on peut dire, c'est-à-dire comme une personne qui consommerait pas. Mais la personne n'a plus de plaisir. Et on va donc parler à ce moment-là d'addiction. Là, la définition de Goodman par rapport à l'addiction, c'est un processus qui est caractérisé par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement qui peut à la fois produire du plaisir et écarter ou atténuer une sensation de malaise interne. Et on va réaliser cette action même en dépit de la connaissance des conséquences négatives. Donc la personne va consommer en sachant très bien que derrière, ça va être négatif pour elle, mais elle peut pas s'empêcher de le faire. Donc en fait, la personne perd la maîtrise de la consommation et elle a besoin de continuer tout le temps. Donc il va y avoir plusieurs effets liés à l'addiction. Donc déjà, il va y avoir une existence de la tolérance, c'est-à-dire que les effets vont être diminués en cas d'usage continu de la même quantité de substance. Et donc la personne aura besoin d'augmenter la quantité pour obtenir l'effet qu'il désire et ressentir du plaisir. Et au bout d'un moment, il va plus rien ressentir du tout. Ça va pas être du plaisir, ça va être juste, ouais, voilà, comme je vous disais, avoir un état un peu où il va se sentir un peu normal parce que sinon, il a toujours besoin de son produit. Il va y avoir justement l'apparition du syndrome de manque dès qu'il n'aura pas son produit. Dans sa vie au quotidien, il va se focaliser tout le temps sur la quête du produit. Ça va être constant. Donc forcément, ça va perturber sa vie sociale. Il va y avoir aussi un dysfonctionnement du système cérébral avec un problème de la gestion du plaisir, de la souffrance, des émotions. Et ça va entraîner donc une dépendance psychique et une impulsion de consommer tout le temps. Donc finalement, pour résumer, on peut dire que la dépendance et l'addiction, mais ça va être la perte de liberté de pouvoir dire non. La personne, elle se sent toujours obligée de consommer. L'addiction, il va y avoir 3 types de dépendance pour l'addiction. Et on les retrouve tout le temps dans l'addiction. Ça va être déjà une dépendance physique. Donc les 3, c'est la dépendance physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. La dépendance physique, c'est le fait que au niveau du cerveau, on a des récepteurs et les substances psychoactives vont se fixer sur ces récepteurs. Donc ça va activer le circuit de la récompense. Donc ça va déclencher la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la dopamine et qui va procurer du plaisir. Donc le cerveau, mais vu qu'il a bien aimé avoir du plaisir en prenant ce produit, il va réclamer un nouveau. Et l'absorption du produit va entraîner de plus en plus un renforcement négatif parce qu'au bout d'un moment, la personne aura besoin de trop de produits et va plus ressentir ce plaisir. Donc on appelle ça le renforcement négatif. Et ensuite, on a la dépendance psychologique. Donc là, c'est très important parce que la personne, en fait, va associer au produit des effets positifs. Donc, par exemple, la personne va prendre de l'alcool pour son effet anxiolytique, va prendre du cannabis pour son effet calmant, ou prendre du tabac pour se déstresser. Sauf qu'en fait, ça, c'est ce que pense la personne. La personne prend ce produit en pensant que ça va lui procurer ça. Sauf qu'en fait, on sait bien que le cannabis, ça n'a pas un effet calmant, mais c'est un effet stimulant au niveau du cerveau. Et une personne qui va dire, oh, je prends du cannabis pour dormir, par exemple, ben, son cerveau, toute la nuit, va travailler. Et au final, le matin, quand elle va se réveiller, elle va être épuisée. Donc, et elle aura cette sensation de ne pas avoir dormi. Donc, finalement, c'est une fausse croyance.
mais c'est une dépendance psychologique. La personne le croit vraiment que ce produit l'aide pour ça et l'aide à tenir dans sa vie au quotidien aussi. Et après, il y a la dépendance comportementale. Et alors là, elle sera liée au contexte d'utilisation du produit. Donc la personne qui va fumer dès qu'elle va monter dans sa voiture ou dès qu'elle va prendre un café, la personne qui va prendre de l'alcool en soirée, par exemple. Voilà. Donc il est important de se rendre compte que les modes de consommation, ça va se faire sur un modèle on appelle ça un triptyque, qui est pour chaque addiction, on retrouve ce même triptyque. En fait, ça va être la rencontre de trois choses: de la substance, de l'individu et de ses facteurs individuels, et de son environnement. Donc là, je vais vous les détailler un petit peu plus. Donc, les facteurs de risque au niveau personnel, ça va être en fait des facteurs génétiques, neurobiologiques, certains traits de la personnalité, des troubles du comportement, des maladies psychiatriques, les événements de la vie aussi. Donc les deuils, les ruptures, les maltraitances, l'anxiété, voilà, tout ça va avoir un effet, l'impact personnel. Ensuite, ça va être aussi lié au produit, le produit en lui-même, le type de substance qu'on va utiliser. Est-ce qu'il va être consommé régulièrement? Son effet addictogène, l'âge auquel on l'a débuté, la fréquence, donc ce que je vous disais, la durée de consommation, la quantité absorbée. Et ensuite, il y a l'environnement du sujet, c'est-à-dire l'éducation familiale. Par exemple, il y aura des familles où fumer, c'est totalement interdit. Pour eux, ça va être, il va y avoir un côté peut-être un peu plus prévention, alors que d'autres, les gens vont fumer, donc l'enfant en bas âge va avoir l'habitude de voir sa famille fumer. Pour lui, ça paraîtra plus naturel, par exemple. Ou le cercle d'amis aussi. C'est un rôle important dans la consommation de tous les produits. Mais par contre, malgré ce triptyque, il est important de se rendre compte que avant de consommer une substance, la personne, on ne peut pas savoir comment elle va réagir au produit et les risques qu'elle prend et les risques qui vont lui entraîner une dépendance. Ça, par contre, on le saura malheureusement qu'une fois que la personne va prendre le produit. Et ce qui est important de comprendre, et ça, Philippe nous en a parlé tout à l'heure par rapport au tabac, c'est que chaque produit aura des effets différents au niveau psychique, donc au niveau du mental, au niveau de la toxicité, donc par exemple certains vont avoir des effets cancérogènes, et au niveau du pouvoir addictif qui va rendre addict au produit. Par exemple, si on regarde ce cube, on peut voir le tabac à gauche en couleur moutarde, pardon, à droite, couleur moutarde, que il a un très fort potentiel addictif. Au niveau de la toxicité qu'on peut voir partir vers le fond, il a un très fort pouvoir toxique aussi, puisqu'on sait que c'est cancérogène. Mais par contre, au niveau de l'intensité des modifications psychiques, donc qui est en haut comme ça, on peut voir qu'il est très faible. C'est-à-dire que le tabac va pas avoir d'effet sur le psychique, pas trop. Par contre, il a un gros pouvoir addictogène et un gros pouvoir addictif et un gros pouvoir toxique. Alors que le LSD, donc qui est tout à fait à gauche, en jaune, là, il aura un fort pouvoir psychique. Il sera très peu addictif et sera très peu toxique pour le cerveau. Toxique, pardon, pour le corps. Par contre, au niveau du cerveau, il a des modifications psychiques et une personne qui va prendre du LSD peut avoir l'impression qu'elle peut voler et donc se jeter du 3e étage. Et là, il y a des grosses conséquences derrière aussi. Voilà. Donc, on va aborder le lien avec le travail. Les expositions professionnelles vont avoir un retentissement sur la consommation. Dans un premier temps, on va voir que notre activité peut avoir un impact sur notre consommation en quantité, en type de consommation et inversement. Donc, on en avait vaguement évoqué au départ la différence qu'il y avait entre les actifs et les chômeurs
sur leur consommation d'alcool. C'est ce qu'on va retrouver là dans le terme de précarité professionnelle ou le statut. On en a parlé tout à l'heure aussi avec le statut des cadres, notamment féminines, avec une augmentation de leur conso. Et voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir impacter notre rythme de consommation. L'absence d'évolution professionnelle, les rémunérations, qui vont se retrouver dans les rémunérations les plus élevées dans certains types de consommation, les plus faibles dans d'autres produits, par exemple, et dans le nombre de répétitions. La tension psychique qu'on retrouve sur certains postes de travail, notamment tout ce qui est conflit, isolement, manque d'expérience, demande de contradictoire, et perte de sens ressentie par les salariés, l'usure mentale, l'absence ou l'excès de contrôle vont faciliter les salariés à soit expérimenter, soit à continuer leur conso. Le travail au contact du public, c'est-à-dire faire face à de la souffrance, à de l'agressivité, est quelque chose qui est facilitateur dans nos consommations. Les horaires de travail, donc l'horaire atypique, les horaires atypiques, pardon, c'est-à-dire non classiques, hors horaire classique bureau, 8h-18h en gros. Le travail de nuit ou des horaires trop intenses sont retrouvés souvent statistiquement dans une consommation accrue de produits. La relation au travail, donc c'est-à-dire les pratiques culturelles et socialisantes, les pots dans l'entreprise, les séminaires, le bizutage, le manque de soutien ou de reconnaissance, un manque de temps d'échange sur le travail est un motif aussi également retrouvé et répété par les salariés. L'activité répétitive souvent entraîne également un manque de motivation et on préfère partir sur une consommation pour ça. Alors, être très attentif, bien sûr, sur les postes dits de sécurité, forcément. Les expositions professionnelles vont avoir un retentissement également sur nos consommations, avec quand on va se retrouver dans certaines situations, notamment dans des intempéries ou des conditions climatiques spécifiques. Donc la chaleur, le froid, qui vont pousser à certaines consommations. Par exemple, beaucoup de personnes avec le froid ont tendance à se dire que l'alcool va les réchauffer, et inversement, ou la cigarette. Et par rapport à la chaleur, je vais m'hydrater et je vais boire de l'alcool, pas forcément la bière fraîche qui va nous rafraîchir. Le travail en plein air est propice à plus de consommation. On est dans un extérieur moins au vu et au su de tous et on risque de consommer un petit peu plus. L'activité physique et le travail sur des postures pénibles ou fatigantes se retrouvent. C'est un peu ce que nous a expliqué tout à l'heure Céline sur l'effet fortifiant de certains produits, recherchés en tout cas. L'exposition aux secousses, aux vibrations, là on est plutôt sur atténuer les effets, les conséquences de notre poste de travail, et on va chercher quelque chose pour tenir ou réparer quelque chose. Le port de charges lourdes, les déplacements répétés longs, fatigants ou rapides sont souvent retrouvés. Et bien sûr, un travailleur isolé est potentiellement quelque chose à avoir en tête, où il est tout seul, il fait un petit peu tout ce qu'il voudrait un peu plus facilement, et la consommation aura peut-être moins de tabou chez lui. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que le travail isolé, mais le télétravail, on retrouve à peu près la même chose, sachant qu'en plus, la personne est éventuellement dans son milieu habituel et chez elle. Ces consommations sur le milieu du travail vont avoir des conséquences bien sûr importantes, et notamment avec des risques de prise de risques importants qui vont augmenter le risque accident. Des troubles du contrôle du mouvement vont forcément avoir le même impact. Des salariés qui ont une augmentation de leur audace, qui vont avoir des effets inattendus, qui risquent d'avoir des troubles du jugement, des troubles de l'attention et de la conscience du danger,
et à l'inverse, des personnes qui risquent d'être somnolentes vont potentiellement augmenter de façon exponentielle la prise de risque ou le risque d'avoir un accident sur le lieu de travail ou en lien avec le travail. On retrouve beaucoup d'agressivité, soit provoquée, soit subie sur les consommateurs, et une mise en danger d'autrui. On va évoquer le cadre légal et réglementaire. C'est quelque chose qui est très, très important pour vous, sachant que les obligations vont être à la fois côté employeur, mais également côté travailleurs et salariés. Côté employeur, il y a une obligation, de par les textes, pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés. C'est une obligation de sécurité dite de résultat ou de moyens renforcés. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de zéro accident, de tendre vers zéro accident pour les employeurs, marqué dans les textes en tout cas. L'obligation de l'employeur est de respecter la prévention et mettre en place des éléments de cette prévention. Donc on va retrouver les 9 principes de la prévention. L'évaluation et la transcription des risques par le DUERP ou document unique d'évaluation des risques professionnels, et un besoin et une obligation d'organiser les secours avant tout incident, bien sûr. Du côté du travailleur, on rappelle souvent par nos échanges l'obligation que le salarié a, et pas que simplement des droits, c'est de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle de ses collègues. Il a aussi une obligation d'alerter et peut également utiliser un droit de retrait. Donc, petit rappel sur la consommation. Ce que dit le Code du travail sur la consommation d'alcool. L'alcool est bien considéré comme une substance psychoactive. On rappelle que c'est une des, ou si ce n'est la plus consommée. Aucun alcool est censé être autorisé sur le lieu de travail. Alors, autre que le vin, le cidre, la bière et le poiré, qui sont des types d'alcool qui sont obtenus sous la forme d'alcool qui ne sont pas des produits par un résultat chimique, qui sont simplement liés à la fermentation des produits. Alors voilà, on reste pour une raison historique un produit producteur et avec ce cadre-là qui est resté dans les textes de loi. Dans tous les cas, tout type d'alcool reste une interdiction de le laisser entrer ou de le séjourner des personnes en état d'ivresse sur notre lieu de travail. La limitation même pour les 4 types d'alcool qu'on a dit, vin, cidre, bière et poiré, vont être une consommation interdite si celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale du travailleur. Et l'employeur va pouvoir, à ce moment-là, aller sur un peu plus d'action en protégeant les salariés, et donc en limitant ou interdisant carrément tout type de consommation alcoolique. L'alcool ne peut pas être considéré comme un avantage à nature et ne peut pas rentrer dans un accord collectif au travail, ni être dans le contrat de travail. Ce code du travail, il insiste vraiment sur que la prévention doit être dimensionnée par rapport au risque. Un employeur ne peut pas prendre de mesures qui peuvent notamment aller dans la limitation et dans l'interdiction complète d'alcool, qui risque d'être considéré comme disproportionné par rapport au but recherché. Dans tous les cas, un petit rappel simple, c'est que l'alcool, oui, peut être toléré, mais sur des moments de repas, ou les pauses repas, pas sur d'autres moments de la journée, même si c'est du cidre, du poiré, etc. Et on va vous rappeler que les postes de sécurité sont quelque chose qui est beaucoup plus facile, et vous avez la responsabilité d'interdire la consommation de vos salariés.
on vous rappellera que il y a une obligation pour les entreprises de protéger leurs salariés. Et donc, dans le Code du travail, on parle de certains risques, notamment tout ce qui va être spécifique à l'application aux travailleurs exposés à certains risques professionnels, dont les CMR, qui sont des produits chimiques qui vont entraîner des conséquences type de cancer, des conséquences sur la reproduction et sur la transformation génétique à l'avenir. Donc, c'est cancérigène, mutagène, reprotoxique, ce que veut dire les 3 lettres CMR. Ensuite, également une exposition au rayonnement ionisant qui correspond au rayonnement et les interactions qu'on va retrouver, notamment avec des impacts sur la santé quand on va être sur une consommation et une exposition à ce type de risque. L'employeur a plusieurs moyens de pouvoir intervenir et régulariser ses consommations de ses salariés, au moins au sein du travail, qui est le règlement intérieur. Le règlement, je vous rappelle juste que le règlement intérieur est une obligation pour les entreprises employant au moins 50 salariés. Il doit être porté à la connaissance de tous les employeurs et notamment ou les personnes qui vont avoir accès à un lieu de travail. Il doit et peut contenir une interdiction totale de consommer de l'alcool sur le lieu de travail. D'où on vous incite à prendre en main et à vous servir de cette possibilité que vous avez, qui vous est offerte, puisque les conséquences vont vous impacter votre responsabilité. Une clause d'interdiction de façon générale et absolue, l'interdiction d'alcool dans son enceinte est possible, pour notamment tout ce qui est poste représentant un risque et un danger particulier. Donc les postes de sécurité. Par prolongement, on peut éventuellement parler de postes qui pourraient avoir une image, porter atteinte à l'image de marque de l'entreprise ou des salariés en contact avec du public. Les listes de postes dites sûreté doivent être notées dans ce document et éventuellement des tests pourront être faits par rapport à l'alcool qui sont les éthylotests ou les tests salivaires. Donc c'est le règlement intérieur qui vous donnera le cadre légal de quand le faire, par qui le faire et comment le faire et qu'est-ce qu'on fait avec les résultats. Le code de la route, lui, a une tolérance sur l'alcoolémie, avec des taux d'alcoolémie qui sont tolérés. Et on verra tout à l'heure, mais voilà, pour de nombreux salariés, notamment tous ceux qui vont être amenés à conduire du fait ou par le fait du travail, sont concernés par ce code de la route. Quelque chose qu'il faut que vous pensiez également, bien sûr, c'est les mesures que vous mettez pour encadrer les pots en entreprise. C'est quelque chose où vous pouvez très vite vous faire déborder et vous faire retrouver et rentrer dans une responsabilité qui n'était pas pensée dès le départ à l'organisation. Un focus sur le dépistage et les tests. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile pour les entreprises à faire la part des choses entre équilibrer l'obligation de sécurité et le respect des libertés individuelles. Donc, on va surtout parler d'éthylotest, qui est soit sous forme à usage unique, jetable, ou électronique. Le contrôle va être possible, bien sûr, et organisé par l'entreprise. Il va être utilisé pour prévenir et faire cesser une situation dangereuse au regard de la nature du travail effectué. Il doit être inscrit dans le règlement intérieur, on en a parlé tout à l'heure, ou par note de service, si on est dans une entreprise de moins de 50, bien sûr. Et par contre, il existe une possibilité de contestation de ce test par le travailleur. La précision de cet arrêt, c'est que un employeur ou une personne désignée va pouvoir faire ce test. Il aura lieu dans l'entreprise et même en dehors
sur des raisons techniques, pour des chantiers par exemple. La prise de sang, elle, est soumise à un consentement du salarié et doit être réalisée par un professionnel de santé. Donc il faut aussi avoir l'accès à un professionnel de santé à côté pour faire ce type de test qui est un peu plus poussé. Pour le moment, la Cour de cassation ne s'est pas positionnée sur l'obligation des éthylotests au démarrage, hors dispositif de prévention routière pour les bus, et encore dans certains cadres. Les tests salivaires, je ne sais pas si certains, tous parmi vous connaissez ça. Ce sont un test fait avec une sorte de coton-tige que l'on passe dans la bouche et on analyse en mettant un produit de contact pour essayer de détecter et dépister des traces de certains produits, et notamment tout ce qui va être consommation de stupéfiants. On va retrouver souvent cocaïne, héroïne, cannabis et produits stimulants pour se booster. Donc, l'employeur peut être amené et pratiquer des tests salivaires, mais il faut être attentif parce qu'on est à la limite de l'atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. Donc, il faut qu'il y ait des prélèvements faits de façon très cadrée, et on vous invite à vous mettre en contact avec un référent, soit votre service de santé au travail, soit d'autres personnes conseils qui pourront vous aider là-dessus. Le test ne permet pas de déterminer un seuil, c'est-à-dire on ne sait pas quand, combien a pris la personne. C'est juste qu'il y a des traces sur lui. Il y a un manque de fiabilité de ces tests encore. Et on est dans la limite entre un produit fait sur des échantillons biologiques et d'autres non. La jurisprudence est partagée entre les deux. Justement, en parlant de jurisprudence, on voulait parler de quelques cas pour que vous soyez vigilants et que vous pensiez à réfléchir à plein de choses. Sur la consommation notamment de cannabis par un salarié. Donc voilà, là c'est la Cour de cassation de mars 2018. Un salarié victime d'un accident grave lors d'opérations de déchargement de tubes métalliques. Arrivé à l'hôpital, ce salarié reçoit des analyses de sang et révèle que le salarié avait consommé du cannabis. Les juges ont condamné l'entreprise par manquement de règles de sécurité. Cassation de l'entreprise pour essayer de casser ce jugement, et en cassation pour dire que la consommation de drogue qui a pu avoir une influence sur la vigilance du salarié, et donc c'est le salarié qui serait à l'origine de l'accident, a été rejetée par la Cour de cassation, qui estime qu'il n'est pas démontré que la consommation de drogue a eu une influence sur sa vigilance, et cette consommation n'étant pas raison exclusive de l'accident. Donc, c'est faire attention, c'est pas parce que le salarié a consommé qu'il est forcément responsable et coupable. Une autre jurisprudence, c'est le devoir d'exemplarité de l'employeur. Le licenciement pour faute grave de 2 salariés pour avoir consommé un verre de vin un matin dans un vestiaire avant la prise de poste dans l'entreprise. L'entreprise n'a pas eu gain de cause parce que l'employeur organisait et autorise régulièrement des pots, notamment avec de l'alcool qui est servi. Et la Cour, les juristes ont estimé que l'exemplarité de l'entreprise n'était pas bonne, et donc l'employeur ne pouvait pas reprocher quelque chose qu'il lui-même proposait à ses salariés. Un petit dernier avant que je vous embête trop. Un autre, c'est un accident de la route mortel avec à la suite un retour de pot d'une entreprise. J'espère que ça ne vous arrivera pas parce que c'est une galère pour tout le monde. Alors, le salarié se tue à l'issue d'un repas de fin d'année qui avait été organisé par l'employeur. Le prélèvement montre que le salarié a une imprégnation alcoolique importante
Une personne avait même à un moment donné retiré dans les clés au salarié dans la soirée avant de lui rendre. Et ben, cette personne et le gardien qui a laissé repartir la personne en ouvrant la barrière, tous les deux ont été reconnus coupables de non-assistance à personne en danger. Voilà quelque chose qui nous fait réfléchir. On voulait évoquer avec vous le rôle des SPTI qui sont les services de santé de prévention, santé au travail. On va avoir une action pour renforcer la prévention en santé au travail, avec une visée de renforcer la prévention au sein de l'entreprise et décloisonner la santé publique et la santé travail. C'est pour faire du lien entre les deux. Les services ont pour mission principale d'éviter l'altération et la santé au travail, et donc de vous aider à assurer cette obligation que vous avez vis-à-vis de vos salariés. On va contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver l'état de santé en conduisant des actions de santé et en apportant une aide de façon plutôt pluridisciplinaire quand on peut. Donc médecin, infirmier, ergo, préventeur. On va essayer et on va vous accompagner pour vous conseiller sur vous-même et les travailleurs sur les mesures nécessaires afin d'éviter de diminuer ce risque, donc de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Par des actions notamment de sensibilisation à viser salariés ou employeurs comme aujourd'hui, un accompagnement dans l'identification des postes dits de sécurité et essayer de vous donner des pistes sur la pertinence du choix des tests. Alors, alors maintenant, je vais vous parler de la prévention et les bonnes pratiques. Donc, déjà, les indispensables par rapport à ça, c'est que la prévention, elle doit concerner l'ensemble des salariés. Donc, ça part de la direction au RH, à l'encadrement, on en parle au CHSCT, au personnel, à leurs représentants. Le but, c'est vraiment que tout le monde soit accompagné et soutenu par rapport à ça. Et elle doit être inclue dans la politique globale de la prévention portée par l'employeur. Elle doit être connue et acceptée de tous les salariés. Donc là, c'est vrai que ça peut être, enfin de tout le monde d'ailleurs. Donc ça passe par les modes d'intervention, les moyens qui vont être mis en œuvre pour le faire, et les limites et les rôles de chacun doivent être connus aussi dans cette prévention. Et la démarche de prévention au risque professionnel doit inclure tous les facteurs intervenants. Donc ça va parler aussi du stress, des conditions de travail difficiles, des emplois précaires. Voilà, donc c'est vraiment important que tout le monde se sente concerné. Et pour que tout le monde se sente concerné, c'est vrai que c'est important, peut-être là comme aujourd'hui, la sensibilisation qui est faite pour les employeurs, qui ensuite soit faite de la même façon pour les salariés. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et ce qui est fait aussi des fois, nous quand on va dans les entreprises pour faire des sensibilisations, on voit d'abord en amont avec les employeurs ce qui est fait réellement dans l'entreprise par rapport aux addictions. Et au moins après, on peut aussi donner le message à tout le monde et passer le même message de par exemple, vous avez telle note de service sur l'alcool, 0 alcool dans l'entreprise, par exemple, ou alors telle note de service sur le dépistage, ou s'il y a quelque chose dans le règlement intérieur, que ce soit noté aussi. Donc voilà, mais tout ça, c'est important que tout le monde ait la même info. La prévention, ça se joue sur 3 volets. Il y a d'abord l'information, le management à la prévention et les aides. Donc, on va les détailler. Donc, déjà, l'information. Donc, c'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui avec vous, c'est informer sur les produits. Déjà, quels produits sont utilisés, les effets de ces produits, les risques, la législation, comme vous a parlé, comme vient de vous expliquer Philippe. Après, c'est travailler aussi sur les représentations. Donc, pourquoi les gens utilisent ces substances, pourquoi ils pensent en avoir besoin dans leur travail,
Est-ce que c'est que au niveau du travail? Est-ce que c'est dans la vie pro? Voilà, voir un peu les représentations de chacun, les responsabilités par rapport, chacun ce qu'il pense de sa responsabilité par rapport aux addictions des autres aussi dans l'entreprise. Connaître l'influence de l'environnement. Donc ça, c'est ce que je vous disais, l'environnement de travail. Connaître les facteurs de risque professionnels de l'entreprise. Et donc ça, on peut s'aider aussi du DU avec le document unique. Donc faire l'état des lieux des risques dans l'entreprise, mettre en place des plans d'action et connaître la responsabilité de chacun par rapport à ce plan d'action, comment agir. Que chacun ait la même base de connaissances aussi. Donner les indicateurs simples pour repérer les personnes en difficulté. Donc, on stigmatise personne. Une personne en difficulté, c'est une personne qui peut avoir juste un comportement anormal. Mais dire aux gens une haleine de alcoolisée, ça ne veut pas forcément dire que la personne est alcoolique. Ça peut aussi être dû à une pathologie, des maladies ou des choses comme ça. Donc vraiment que la personne, enfin que qu'on stigmatise personne, mais que tout le monde sache reconnaître des personnes qui sont en difficulté, qui ont un comportement anormal au travail, et donc informer les gens sur ce qu'est le comportement anormal aussi. Voilà, et ensuite analyser les facteurs de risque et faire un état des lieux, et donc un plan d'action. Donc ça, c'est l'information. Après l'information, on aura le management de la prévention. Donc là, bon, ben, on le retrouve déjà dans le document unique, comme on a dit en place, mettre la thématique addiction en faisant participer les salariés. Donc voilà, un échange, c'est vrai que c'est bien. Connaître et évaluer les facteurs de risque professionnels. Voilà, que les gens puissent échanger, en parler entre eux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, faire connaître la réglementation, le code du travail. Donc ça peut passer par des sensibilisations comme on vous fait aujourd'hui, mais ça peut être aussi, voilà, connaître le règlement intérieur lors par exemple, de la signature du contrat, ou faire connaître les notes de service aux personnes. Comment faire pour établir établir un protocole, pardon, pour faire un pot de départ, par exemple. Est-ce qu'on est d'accord pour qu'il y ait de la colle, pas d'accord? Est-ce que ça peut être toléré dans une certaine mesure? Établir des règles et des conduites à tenir en cas d'état inhabituel. Donc, comme je vous disais, là, c'est repérer des personnes au comportement inhabituel. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont repérés? Donc là, c'est plus le rôle des managers. Faire venir les salariés dans leur bureau, leur expliquer qu'ils ont un comportement qui est pas adapté, qu'ils les trouvent, enfin, qu'ils sont inquiets pour eux aussi, hein. Vous pouvez dire à vos salariés que vous êtes inquiets et voir comment faire pour gérer la crise. Établir aussi un protocole d'accompagnement managériel d'un salarié avec qu'est-ce qu'on fait? On l'oriente vers le médecin du travail, on fait une fiche de constat. Donc, nous, avec le groupe Addiction à l'AST, on appelle ça un kit employeur. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'AST 74, dans la partie addiction. Donc, en fait, c'est un kit qui reprend un peu tout. Donc, ça reprend un règlement intérieur type. Vous avez plusieurs exemples de règlements intérieurs par rapport aux situations d'addiction que vous pouvez intégrer dans votre règlement intérieur si vous n'avez rien sur le sujet. Ça vous donne des exemples, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, bien sûr. Ensuite, il y a aussi une fiche justement de constat pour des personnes en comportement inadapté, anormal. Donc là, en fait, ça vous permet de remplir quelque chose de factuel, d'écrire une date, de noter les circonstances. Pourquoi le salarié a un comportement inhabituel? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a un comportement inhabituel? Sans forcément dire, il est alcoolisé, il a pris du cannabis ou autre. Mais voilà, vraiment du factuel. Et au moins, vous l'écrivez, c'est noté dans son dossier, le salarié le sait aussi. Et ensuite aussi, on vous propose un protocole de gestion des pots. Voilà, pour justement savoir un petit peu les questions que vous devez vous poser avant de faire un pot de départ, parce que on a bien vu que les jurisprudences, les pots de départ, ça peut être aussi des sujets auxquels on pense pas forcément et qui peuvent être très très dangereux. Et dans un dernier temps, on a fait une fiche qui vous aide à remplir le document unique par rapport aux addictions.
Donc voilà, ça c'est ce qui est important pour le management pour les managers de penser. Et aussi, ce qui est important, c'est donc vous pouvez vous fier à la médecine du travail et donc enfin demander un rendez-vous pour votre salarié à la demande de l'employeur. Par contre, ce qui est très important pour nous et aussi pour le salarié, c'est que nous, on sache pourquoi le salarié vient, pourquoi vous faites cette demande. Parce que et que le salarié lui aussi sache que vous allez l'orienter vers le médecin du travail parce que vous avez constaté un comportement anormal et que vous voulez voir avec lui s'il n'y a rien qui le mette en danger, soit lui, soit ses collègues. Donc, c'est important de bien informer le salarié du motif de sa venue et d'informer le médecin du travail aussi, parce que souvent, sinon, le médecin du travail ne sait pas pourquoi il est là, le salarié est là, le salarié non plus. Ils se regardent tous les deux en chien de faïence, mais il n'y a pas d'intérêt au niveau de la visite, parce qu'ils peuvent pas aborder les sujets justement importants. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi à l'échelle de l'entreprise à réfléchir à des sanctions en cas de transgression, donc avec des réponses immédiates, progressives, structurées. Et pour tout ça, c'est vrai que c'est important de former les managers, parce que c'est pas inné aussi. Et donc, voilà, des sensibilisations comme aujourd'hui, ça peut déjà être une bonne base pour savoir un peu les addictions, voilà, et comment en parler. Et donc, dans le troisième volet, ça sera les aides. Et le troisième volet de la démarche de prévention, c'est les aides. Donc là, c'est mettre à disposition des outils pour les salariés, des affiches. Donc ça, les affiches, vous pouvez les retrouver facilement sur des sites comme l'INRS ou autres. Des outils d'auto-évaluation. Donc nous, dans chaque plaquette qu'on a fait à la ST, aussi bien pour le tabac, cannabis, alcool, il y a des petites auto-évaluations de quelques questions qui sont assez ludiques et qui permettent aux personnes de réfléchir, de se dire ah finalement ma conso est un peu plus élevée que prévu ou finalement voilà, enfin voilà, les gens s'auto-évaluent, ça donne déjà une petite base. Ensuite, il y a des sites d'information qui sont validés par le gouvernement, autres. Il y a des numéros verts. Et il y a aussi des coordonnées de structures spécifiques. Je vous le donnerai juste après. Donc voilà, c'est important d'orienter les salariés, que ce soit vers nous ou vers des structures adaptées, enfin de leur donner des numéros. Ensuite, c'est encourager et soutenir la demande d'aide et de soins, favoriser donc l'orientation précoce vers le médecin du travail et permettre des réévaluations. S'impliquer dans l'aménagement des postes aussi des personnes en difficulté, parce que souvent en fait les postes, enfin il est possible que les personnes soient en arrêt. Quand elles vont revenir, ce serait important d'anticiper leur retour à l'emploi s'il y a eu un arrêt de travail, voir avec eux peut-être à un moment donné diminuer leur charge de travail ou alors adapter leurs horaires pour qu'ils puissent justement se déplacer en centre justement d'aide. Voilà, donc voir avec eux ce qui est possible, les accompagner. On sait que le travail, c'est quand même quelque chose qui est très important pour une personne qui est en difficulté d'addiction et qui va lui donner un but aussi. Donc si on la coupe de son travail et en plus de devoir travailler sur elle et sur ses addictions, c'est d'autant plus compliqué pour la personne. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un côté aidant pour ces difficultés-là. Donc oui, je vous ai pas parlé aussi, mais ce qui est très important, c'est que les salariés n'aient pas l'impression qu'ils fassent de la délation à leurs collègues. Bien insister, et ça c'est aussi dans la politique dans la prévention de management, bien insister sur le fait que dire que le collègue a un souci, a un comportement anormal, ça derrière ça veut pas dire que on va le sanctionner et on a fait de la délation, mais plus en fait le voir comme un côté positif. On l'a aidé, on évite des risques dans l'entreprise, on évite des risques pour le salarié et c'est vraiment aider le salarié. Donc il faut vraiment que l'entreprise, vu que c'est un échange avec tout le monde, euh, le formalise en fait auprès des salariés. C'est pas quelque chose qui va être négatif pour la personne qui est visée, mais plus une aide très importante.
Et donc les ressources d'information, donc voilà, ça peut être toutes sortes, hein. Donc il y a les sites du gouvernement, aussi bien pour le tabac, drogue, alcool. Il y a les XAPA, donc ils accueillent gratuitement toutes les personnes qui vont souffrir d'addiction, qui sont en lien ou non avec des substances psychoactives. Et leur prise en charge, elle va être à la fois médicale, psychologique, sociale, éducative. Donc c'est vrai qu'ils ont une prise en charge globale, donc c'est assez intéressant. Il y a l'hôpital, il y a l'après-tôt, il y a le médecin traitant aussi. Voilà, là, il y a Addicted, Écoute Alcool. Voilà. Tout ça, c'est des ressources qui sont importantes et que vous pouvez donner à vos salariés. Donc, la démarche de prévention, les points clés, ça sera quoi? Privilégier la gestion du risque au dépistage et à la répression. Ça, c'est le plus important. Une démarche participative. On fait collaborer tout le monde. Tout le monde participe. On aborde les 3 volets de prévention avec l'information, le management de prévention et les aides. Ensuite, on communique sur cette démarche. Ça, c'est super important. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est un travail qui va être sur du long terme. Voilà. On a fini pour cette présentation. On espère que vous avez retrouvé des éléments, en tout cas pour vous sensibiliser. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous ou de votre service, de votre médecin qui suit vos entreprises. Nous allons mettre le webinaire accessible sur le site de l'AST et nous vous remercions. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.